Dame Raissa Andoum, troisième vice-présidente du conseil départemental de Mayotte, en charge de l'aménagement et du développement durable. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Voilà, avant de revenir sur des questions normales, entre guillemets, je souhaite avoir votre réaction par rapport à ce qui s'est passé hier devant et quelquefois à l'intérieur de l'établissement scolaire LEP ou LOP, comme on dit maintenant, de Bandrélé, où il y a eu des attaques, il y a eu des intrusions de personnes, de jeunes. Ouais. Je ne sais pas à quel moment on parle d'enfants ou de jeunes. En tout cas, il y en a qui étaient armés de chombo et d'armes blanches de manière générale. Quelle est votre réaction ? Malheureusement, ces faits divers deviennent de plus en plus récurrents ici localement. Comme je le disais au sénateur Tani dans un échange mail, la situation à Mayotte est très préoccupante. L'évolution des armes utilisées contre des victimes, parfois qui n'ont rien demandé, devient problématique parce qu'on est passé de jets de pierre. Aujourd'hui, les jeunes se bagarrent avec des couteaux, des chombeaux. Et je pense que tant que réellement les pouvoirs publics, on n'acceptera pas de travailler sur les causes de cette délinquance, parce qu'on sait que c'est des problèmes derrière, c'est des problèmes économiques, sociaux, de logement. En tout cas, tant qu'on ne travaillera pas sur les réelles causes, on ne sortira pas de ce guet-apens, entre guillemets, et ce sont les Mahorais qui en pâtissent de cette situation. Il faut également que l'État, là, il commence à prendre conscience qu'il faut plus de fermeté au niveau du territoire, en tout cas s'agissant de la question sécuritaire. Il faut aller au-delà. Il faut à un moment se dire que nous sommes sur une île exiguë et que Mayotte ne peut pas contenir autant de monde sur un petit territoire de quelques kilomètres carrés. Donc, ce sont des questions très importantes qu'il faut traiter en profondeur, de manière objective, avec l'intention réellement d'accepter que cette violence est réelle et que les choses ne font qu'empirer. Alors, nous y reviendrons. En tout cas, j'y reviendrai sur l'édito tout à l'heure. Nous revenons sur votre mandat finissant. J'allais dire, la question, ça allait être de savoir, est-ce que vous avez trouvé le temps long ou bien vous vous dites, vous n'avez pas eu assez de temps pour déployer tout ce que vous aviez envie de faire? Alors, je dirais que ces quelques années de mandat ont été très enrichissantes et en même temps très frustrantes, très enrichissantes parce que ça nous a permis en fait de décliner notre vision pour contribuer au développement à l'essor de ce territoire. On a pu mettre en place les projets qui nous tenaient à cœur, et très frustrant parce qu'en fait, en réalité, lorsqu'on est en dehors de la sphère décisionnelle, on a l'impression que tout est facile, il suffit de décréter telle chose et puis ça se fait. Mais quand on est vraiment dedans, on se rend compte qu'il y a énormément de blocages politico-administratifs qui nous empêchent d'aller le plus loin possible, d'autant plus qu'on a quand même une contrainte de temps qui est de 6 ans, et mandat de 6 ans, c'est très court en réalité. Et donc, on a un petit peu une frustration de ne pas pouvoir mener à bien l'ensemble de ces projets. Alors, je retiens que vous dites qu'il y a des projets que vous n'avez pas pu mener à bien à cause de blocages politico-administratifs. Ça veut dire quoi? En fait, c'est pas un gros mot, hein. Ah oui, Ouais, mais c'est pas un au gros moins mot que l'on du tout. comprenne. Il faut savoir que lorsque on a un projet, en tout cas un projet structurant qu'on veut mettre en place, il y a les questions d'abord foncières, une contrainte foncière qui est très importante localement. Et donc, très souvent, on perd du temps sur la recherche et la maîtrise foncière. Derrière également, les procédures de lancement de marché sont longues, les études à mener. Donc, globalement, on se rend compte qu'on peut perdre entre 3 à 5 ans rien que sur ces questions-là. Donc, c'est surtout dans ce sens-là. Alors, je vais vous poser une question qui m'est revenue comme ça par rapport à la régularisation. L'on se souvient que une délégation de l'Académie est partie en métropole et à leur retour, ils nous ont fait une petite restitution pour dire que parmi leurs projets, il y a ce fameux projet de vouloir régulariser et aider les familles qui avaient construit sans permis à les régulariser pour pouvoir après récolter prélever des impôts, etc. Une belle démarche, n'est-ce pas?
Disons que, pour les collectivités locales, le plus important, c'est d'avoir, du financement Mmh, et donc derrière, c'est pouvoir récolter, les fonciers. Ce qui se mmh, passe aujourd'hui, c'est que nous avons, des parcelles mmh, qui sont, réputées être, par exemple, du conseil départemental ou de l'État. mmh, Mais en réalité, lorsque nous allons sur le terrain, il y a déjà du bâti, il y a des constructions qui sont dedans et donc mmh. en fait, c'est tout, naturel parce que c'est aussi c'est une démarche qu'on mène au niveau du conseil départemental, par exemple, envers les collectivités locales en leur disant, «Vous avez construit, maintenant il faut venir régulariser. Le Mmh, département va vous donner ces parcelles mmh. pour que nous puissions nous dégager en fait, au niveau des impôts que nous payons sur ces parcelles alors que ce ne sont pas, enfin c'est pas le département qui en jouit». Donc c'est tout à fait normal, je dirais, si, la municipalité, se met dans cette, perspective de vouloir régulariser les choses pour d'une part pouvoir, réellement avoir un estimatif complet de sa, je dirais de son assise foncière Mmh. réellement et de pouvoir faire rentrer de l'argent dans les caisses tout simplement. Moi qui croyais que c'était pour rendre service, mais si c'était seulement Entre pour autres vous en entre autres, débarrasser. je pense que c'est un deal gagnant-gagnant en fait. OK. Et puis, il y a quand même développement durable dans votre, commission. L'on se souvient des véhicules électriques, où est-ce que vous Mmh. en êtes? L'on se souvient des panneaux solaires. Il y a Mmh. certains qui ont été transformés, nous dit-on, en marmites. Comment vous faites dans quelle est la démarche? Disons que le conseil départemental, en fait, décline tout simplement les orientations au niveau de la transition écologique, au niveau national et donc l'ambition du conseil départemental est de faire en sorte de maîtriser, la demande, en tout cas la consommation énergétique, de pouvoir sécuriser, l'énergie et donc pouvoir sécuriser en fait les réseaux électriques et donc nous avons décidé en fait de lancer des opérations, qui vont dans ce sens-là, notamment le déploiement des véhicules électriques avec, Mmh, l'expérimentation en fait, des véhicules parce qu'il faut savoir que nous avons un taux d'ensoleillement mmh, très important à Mayotte. mmh. Nous avons 1 400 heures, d'ensoleillement, par an, ce qui est très, très important et donc qui constitue une richesse naturelle à exploiter. Et dans ce sens-là, nous avons lancé l'expérimentation de ces véhicules électriques qui, en autopartage, parce que, il y a également, derrière la question de pouvoir réduire le nombre de véhicules en Mmh, circulation sur les routes. Donc, la phase expérimentale est lancée. mmh, Ensuite, reviendra, je dirais, surtout à la mandature, mmh, suivante, de pouvoir, transformer ça en fait, sur, l'ensemble du territoire mmh. où, par exemple, le conseil départemental pourra investir sur les bornes de recharge sur l'ensemble du territoire, permettre également aux différentes collectivités de pouvoir mutualiser en fait ces véhicules. Donc l'expérimentation est déjà lancée, c'est une bonne chose. Ensuite, dans le cadre du plan, climat, qui a été, réalisé à Mayotte, nous avons souhaité accompagner les administrés, à pour s'équiper Un panneau en solaire. énergie, voilà, en énergie solaire, Mmh, notamment avec, les chauffe-eau solaires, une opération qui a été cofinancée par, le conseil départemental et EDM. Et maintenant, nous avons également lancé en fait, les panneaux solaires. Il s'agit, tout simplement de bénéficier, de l'énergie solaire durant toute la journée mmh. et il y aura un basculement en fait, le soir, sur le réseau EDEM. Alors, on voit qu'il y a des actions qui ont été menées, qui semblent être en bonne voie telles que vous les présentez. Alors comment vous expliquez cette ambiance, c'est-à-dire, presque délétère qu'il y a eu ces derniers temps au sein du conseil départemental? Je ne parle pas des manifestations des personnels, je Mmh. parle de vous, les élus, entre vous. Heu, alors, je pense que c'est intéressant de faire peut-être,
un petit récapitulatif un petit peu du contexte électoral à Mayotte. Généralement, nous allons, à l'approche des élections, nous allons voir des hommes et des femmes qui vont être investis soit dans les partis ou qui vont aller à titre individuel, qui vont être élus. Et donc, ces personnes-là vont se retrouver tous dans l'Assemblée délibérante. Il faudra travailler ensemble. Étant donné que chacun a, je dirais, peut-être ses ambitions, ses valeurs, sa vision du développement ou de l'aménagement du territoire, il arrive qu'il y ait des frictions. Ça arrive, mais nous sommes des élus. Je veux dire, ce sont des questions certes bloquantes, mais nous devons passer outre parce que nous avons un objectif, c'est de faire avancer ce territoire. Donc, il y a eu des crispations, mais bon, globalement, je dirais que ce que je retiens, c'est que nous avons travaillé pour mettre en place, par exemple, le plan pluriannuel d'investissement qui a été acté, je crois, en 2016 et qui nous permet de réaliser plus de 200 opérations au niveau du territoire, en tout cas pour ce qui est de la direction de l'aménagement. Donc, il y a eu des projets structurants qui ont été lancés. Nous travaillons sur la question. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de retenir de cette mandature, c'est qu'il y a tellement d'enjeux importants au niveau du territoire qu'on ne peut pas en fait se focaliser sur un problème donné. Ce n'est pas l'objectif, en tout cas, d'un élu. Je vois que vous n'avez pas prêté serment, mais on parlera d'autre chose. On en parlera après. C'est de la provocation que je faisais. J'allais dire, c'est la fin de la mandature complètement paritaire. Qu'est-ce que vous vous en tirez? C'est une boutade que vous faites, mais je vais quand même rebondir parce que je pense Je m'y attendais quand même. je sais, c'est de la provocation. Je pense qu'il faut dire les choses. À mon avis, il y a une interprétation erronée de ce fameux serment qui a été fait en 2015. On a prêté serment, c'est malheureux d'en arriver à des choses comme ça. Mais aux États-Unis, ça se fait devant toute l'humanité avec la Bible. Donc, vous n'avez rien inventé. Donc, on a prêté serment pour élire M. Sobadine Ibrahim Ramadani en tant que président. En tout cas, moi, je ne me suis pas sentie obligée de voter l'ensemble des décisions qui étaient soumises au niveau de l'Assemblée délibérante. Donc, on a voté pour élire M. Sobadine Ibrahim Ramadani. Après, on a été libre. Maintenant, il y a une autre contrainte, c'est que lorsque vous faites partie d'un groupe, vous êtes quand même liés les uns les autres. Parce que si vous vous amusez à vouloir bloquer les projets des autres, il faudra peut-être vous attendre au retour de bâton. Donc nous sommes... Voilà, il y a une solidarité. Parfois, il y a des projets il y a des choses qu'on va voter alors qu'on n'est pas totalement en phase, mais on sait que voilà, c'est un projet qui est porté par tel ou tel collègue et que voilà, c'est surtout, je pense, cette solidarité qui a fait qu'on a été quand même assez soudés. J'imagine que vous avez prévu aussi que je vous pose la question sur le terrain de Longoni. Au niveau foncier? Oui, sur cette mosquée qui a été construite sur un terrain qui n'est... Oui, alors cette question m'a été soulevée il y a quelques années. Nous avons fait des discussions. J'ai déjà eu à 2 reprises des rencontres avec les... C'était pas que sur la question de la mosquée, c'était de manière générale le foncier à Longoni. Donc, j'ai eu 2 rencontres avec... donc, il y avait nos services en charge du foncier et la population de Longoni qui nous ont fait part effectivement qu'il y avait un problème par rapport à l'acte de propriété avec la famille Mohamed Ahmed. Et il y a aussi des occupations illégales. Voilà, des occupations illégales. Donc, on y travaille. Bon, là, je comprends que ça va trop loin avec cette question de mosquée, mais on y travaille. Il y a une échéance qui a été actée, en tout cas dans le cadre du protocole. Il y a des rencontres qui vont se faire avec les habitants. Il y a une action en justice qui aurait dû être faite, je l'admets depuis longtemps, 2 départements envers cette famille pour que le juge puisse décider au vu de l'ensemble des éléments que nous avons sur exactement à qui appartient la propriété de Longoni. Donc le département fait confiance à la justice de son pays, comme on dit. Bah écoutez, on est quand même dans un État républicain. On peut pas se faire justice soi-même. Donc, tout à fait. Merci beaucoup, Madame Raissa Andoum. Je rappelle que vous êtes 3e vice-présidente du Conseil départemental de Mayotte, en charge de l'aménagement et du développement durable.